Votre premier essai publié en 1993 s'intitulait « Le paradoxe du menteur ». C'était un essai centré sur les liaisons dangereuses, donc aucun rapport avec celui que vous publiez aujourd'hui. Mais est-ce qu'on ne peut pas voir dans ce titre l'annonce d'un art critique, en fait, d'un rapport à la critique qui serait ce paradoxe du menteur? Oui, il y a plusieurs éléments, effectivement, qui annoncent la suite. Dès le départ, il y a un mélange de fiction et de théorie. Et ce que j'essaie d'écrire, ce sont des fictions théoriques. Ce qui veut dire que j'essaye de casser la ligne de démarcation séculaire entre ce qui est fiction et ce qui est théorie. Et c'est présent déjà dans Le paradoxe du menteur, le premier livre chez Minuit. Ce qui est aussi commun à d'autres livres, et en particulier à l'énigme Tolstoïevski, c'est ce que j'ai appelé dans un autre livre la littérature appliquée à la psychanalyse, c'est-à-dire cette idée de puiser dans la littérature ce que Freud faisait déjà, des éléments de réflexion sur le psychisme. Et donc tout cela est déjà en germe, effectivement, dans le tout premier livre consacré aux liaisons dangereuses. Et donc là, ce volume pour lequel nous nous rencontrons, l'énigme Tolstoïevski, a ce terme absolument central dans le titre d'énigme. Et je me demandais en quel sens vous l'entendiez. Est-ce que c'est dans son sens étymologique? Est-ce que, donc dans l'idée d'une parole paradoxale ou équivoque, qui me semble un adjectif peut-être plus intéressant? Pourquoi ce titre, en fait? Le titre, il est né de cette figure extraordinaire de ce géant de la littérature russe, qui est Léon Fyodor Tolstoïevski, et énigmatique à la fois par sa vie et par son œuvre. Par sa vie, puisque on a du mal à faire coïncider plusieurs facettes du personnage. Comment peut-il, à la même époque de sa vie, être un joueur libertin qui passe son temps auprès des femmes et un révolutionnaire russe? Comment faire coïncider le jeune homme qu'il a été avec le personnage de sage, un peu à la Gandhi, qu'il devient à la fin de sa vie? Le biographe se heurte à des difficultés de cohésion de l'existence, mais aussi à des difficultés pour penser l'ensemble d'une œuvre qui fait voisiner des textes aussi différents que Guerre et paix ou Crime et châtiment. D'où la solution de facilité retenue par un certain nombre de mes collègues, qui a consisté à scinder en deux la figure de Tolstoïevski, et à considérer que certains livres avaient été écrits par un premier personnage, qu'ils appellent Tolstoï, et à qui ils prêtent Guerre et paix, La Karénine, ou bien Résurrection, et un autre personnage qu'ils appellent Dostoïevski, et à qui ils prêtent des livres comme Crime et châtiment, Les frères Karamazov ou Les démons. Un exemple célèbre étant celui du critique George Steiner, qui va écrire un livre intitulé Tolstoï ou Dostoïevski pour l'interrogation, et donc l'énigme, pour moi, la solution de l'énigme a consisté à réunir les deux et à écrire non pas ou mais et entre les deux noms d'auteurs en les rassemblant. Tolstoïevski est un auteur méconnu ou manqué de l'histoire littéraire. Comment vous l'avez-vous rencontré? Par des lectures d'enfance. Ça fait très longtemps que je lis les romans de Tolstoïevski, ou que je vois les adaptations cinématographiques, donc j'avais envie depuis longtemps d'en parler, et puis de rassembler les deux facettes de ce personnage. Ce qui est extraordinaire chez lui, c'est à la fois l'importance de l'œuvre, les contrastes biographiques, mais aussi ce en quoi il peut illustrer, comme je vous le disais à propos de cette notion de littérature appliquée à la psychanalyse, une autre conception du psychisme. Et ce que je demande beaucoup à la littérature, c'est de me faire réfléchir sur les autres et sur moi-même. Et sur alors ce qui était dans votre précédent essai, la pluralité des mondes, la pluralité des univers, et là celui-ci est sur la pluralité des êtres, et vous montrez très bien qu'il ne s'agit pas seulement d'antagonisme qui serait réductible à un seul moi, mais véritablement d'une pluralité de personnes à l'intérieur d'une même personne. Oui, j'ai repris une théorie qui est curieusement née en France,
à la fin du 19e siècle, qui est la théorie des personnalités multiples, TPM, trouble de la personnalité multiple, qui a été illustrée par de grands psychiatres français, à commencer par Pierre Janet. Et cette théorie ne s'est pas implantée en France, pour une raison simple, c'est qu'elle a été supplantée par la psychanalyse, qui déferle dans la psychiatrie française autour des années 1910 et 1920. Et donc cette théorie est partie aux États-Unis, où elle a connu un très vif succès à la fin du XXe siècle. Pensez à certaines œuvres qui l'illustrent, comme Psychose de Hitchcock, une illustration de cette théorie de la personnalité multiple. Et elle a eu tellement de succès qu'elle est devenue une partie importante de la nosographie américaine et qu'elle est rentrée officiellement dans les années 80 dans ce qu'on appelle le DSM, qui est le traité de psychiatrie officiel des pays anglo-saxons. Et elle a été d'une certaine manière victime de son succès, et en particulier de la récupération que les avocats ont fait de la théorie des personnalités multiples. Parce qu'à partir du moment où vous considérez que le moi n'est pas simplement divisé entre des forces contradictoires, mais que vous êtes constitué de différentes personnes qui parfois ignorent même leurs agissements réciproques, pourquoi devriez-vous pénalement payer pour à la place de quelqu'un qui n'a pas commis les actes que vous avez commis vous? Vous n'avez pas plus de raison d'acquitter votre dette envers la société que pour votre voisin. Et donc les avocats se sont emparés de cette théorie des personnalités multiples et ont même obtenu des acquittements. Un cas très célèbre, c'est celui de Billy Milligan, qui a donné lieu au film qui est sorti l'an dernier en France, Split. Et Billy Milligan a été acquitté de viol parce que son avocat a utilisé la théorie des personnalités multiples. Alors on a vu des scènes absolument ahurissantes dans les tribunaux américains d'avocats demandant à ce qu'il y ait différents avocats pour les différentes personnalités de la même personne, ou bien des avocats qui ont fait témoigner les différents occupants d'une même personne. Alors les Américains ont fini par mettre fin à ce qui devenait quand même un délire collectif, et donc la théorie de la personnalité multiple a eu moins de succès au fil des années. Finalement, le concept a été retiré du DSM. Mais sans empêcher que des milliers et des milliers d'Américains se soient reconnus dans cette notion, et on a vu fleurir les cas de personnalité multiple. Il y a une association internationale d'études de la personnalité multiple qui s'est créée, etc. Alors moi je reprends la théorie en la réadaptant à la France, en la faisant revenir en France, et en montrant que sans aller jusqu'aux excès américains, en particulier judiciaires, il peut être intéressant de ne plus penser, en tout cas de manière générale, l'être humain comme simplement divisé entre des forces, mais véritablement comme constitué de plusieurs personnes. Et je suis frappé en regardant autour de moi par telle ou telle personne dont je vois vraiment que suivant les jours, elle est totalement différente. Et je crois que c'est un autre modèle que le modèle freudien qui va plus loin, mais qui nous permet de penser différemment, de percevoir différemment les phénomènes psychiques. Oui, et ce qui est absolument fascinant dans cet essai, c'est que vous montrez à quel point c'est riche pour l'étude de la littérature, bien sûr, puisque vous analysez de façon très précise des scènes, des romans de Tolstoïevski, bien sûr, et vous montrez d'ailleurs, mais on y reviendra peut-être, que certaines traductions du russe au français ont manqué peut-être certains aspects de l'œuvre, et vous reprenez en note et vous précisez certaines choses. Mais il y a cette richesse donc pour l'étude de la littérature, mais vous montrez qu'il y a des échos très forts dans la représentation que cela induit pour la société, vous venez d'en parler, pour la justice, pour aussi notre conception de l'amour, puisque vous parlez de ce fait aussi de ce qu'est le polyamour et du fait qu'il n'y a aucune contradiction à aimer deux personnes en même temps ou plusieurs personnes en même temps, et vous le montrez à travers les héroïnes ou les héros de Tolstoïevski. Donc il y a des répercussions très fortes et des enjeux qui sont sociaux. Oui. Alors prenons l'exemple de l'amour, puisque vous avez toute une série d'analyses de la passion amoureuse dans Tolstoïevski, et manifestement il était hanté par cette question du polyamour et des problèmes que sa compréhension pose. Prenons l'exemple de Guerre et Paix.
vous avez le personnage de Natacha, la grande figure féminine de Guerrippé. Natacha est amoureuse du prince André, et le prince André la quitte un moment, un délai qui n'est pas très long, parce qu'il va se battre contre les armées napoléoniennes qui ont envahi la Russie. Et Natacha tombe amoureuse à ce moment-là d'un libertin qui s'appelle Anatole Kouragine. Et elle se retrouve dans la situation d'être passionnément amoureuse de deux personnes. Et elle-même le présente ainsi. Et se dit, mais ce n'est pas possible. Et elle a raison, il y a un problème. Parce qu'on n'est pas simplement dans le cas du goût. On peut tout à fait comprendre que quelqu'un aime à la fois Proust et Beckett, ou bien la musique classique et le jazz. Mais être passionné, c'est avoir toute sa personnalité, son psychisme envahi par l'autre, par un ou une autre. On ne peut pas être envahi par deux ou trois personnes en même temps. Sauf si justement on admet cette hypothèse que nous sommes plusieurs. Auquel cas, ce n'est pas la même personne qui est amoureuse de tel ou tel, et la contradiction s'efface. Et vous avez de nombreux exemples de ce type dans l'œuvre de Tolstoïevski, qui a écrit par exemple un roman qui est véritablement centré sur le polyamour, qui s'appelle Humiliés et offensés, dans lequel le personnage, Alyosha, est amoureux de deux personnes en même temps et n'arrive pas à choisir. Ça peut aller loin, ça peut aller jusqu'au suicide, comme dans une très belle nouvelle qui s'appelle Le Diable, dans lequel le personnage principal est amoureux à la fois d'une paysanne et d'une aristocrate de son rang, n'arrive pas à choisir et finit par se tuer, alors que personne ne le lui demande. Chacune des deux femmes est tout à fait prête à accepter l'autre, mais il ne peut pas supporter cette contradiction. Pourquoi ? Parce qu'il est complètement pris dans ce stéréotype, dans cette illusion que nous serions un, sous prétexte que notre corps est un. S'il acceptait de penser qu'il est deux, ou trois, ou quatre, eh bien il y aurait simplement un problème d'aménagement de son emploi du temps dans sa vie sentimentale, mais il ne souffrirait pas de cette contradiction insoluble et insupportable qui est produite par la société, qui n'est pas produite par nous-mêmes. Cette théorie des personnalités multiples a évidemment une fonction narratologique, et vous le montrez très très bien dans votre essai. C'est-à-dire le fait que finalement ce qu'on peut analyser comme des tensions narratives ou des disjonctions, des apories, etc., peut être éclairé et compris à travers cette question des personnalités multiples. C'est-à-dire que le roman est une exploration de cette multiplicité ou de cette pluralité. Oui, les écrivains, comme d'habitude, ont un temps d'avance sur les psychiatres, les philosophes ou les sciences humaines, et ils ont exploré depuis longtemps cette multiplicité interne. Pensez à Tolstoïevski à nouveau, avec la question du double. L'un de ses grands romans s'appelle Le Double, et le double va d'ailleurs, comme thème, se répandre dans la littérature de la fin du 19e, en même temps que naît cette théorie des personnalités multiples. Proust, que je cite, développe explicitement dans son œuvre une théorie des personnalités multiples, des multiples moi, en particulier il montre comment dans les périodes de deuil nous sommes obligés d'informer successivement toutes les personnes qui nous constituent, et qu'il ne suffit pas d'en informer une seule. Et Proust va donner naissance à des travaux de sciences humaines contemporains comme Deleuze qui s'en inspire. Donc il y a toute une tradition de la littérature qui a proposé des modèles différents, mais tous ces modèles ont été un peu mis sous le boisseau, sous l'été noir, par le surgissement et la réussite de la psychanalyse. Ce sont simplement des modèles, c'est-à-dire ce sont des propositions théoriques, poétiques. Mais après tout, puisque nous utilisons souvent les modèles freudiens, modèles que l'on appelle topiques, par exemple, sur moi, le ça, pourquoi ne pas utiliser aussi, en tout cas pour certaines personnes qui paraissent vraiment correspondre à ce schéma, cet autre modèle alternatif des personnalités multiples. Oui, Freud est peut-être l'autre grand auteur qui est convoqué dans ce livre, et qui me semble être peut-être l'énigme aussi du titre, mais puisque vous dialoguez beaucoup avec Freud, vous montrez à la fois comment certaines de ces propositions peuvent être discutées, c'est-à-dire à la fois ce que vous proposez comme théorie des personnalités multiples change un tout petit peu la perception qu'on peut avoir de Freud, et en même temps ça entre en dialogue. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Oui, tout à fait, parce que Freud a une intuition géniale autour des années 20, qui est l'intuition de la pulsion de mort. Et il regarde autour de lui, il se rend compte que très souvent,
nous nous mettons dans des situations où nous sommes nos propres ennemis. Ce qui est totalement invraisemblable. On peut comprendre l'agressivité contre quelqu'un qui nous gêne dans la réalisation de nos projets ou qui nous agresse. Mais comment penser cette idée que nous puissions nous attaquer nous-mêmes? Et il va donc élaborer cette théorie qui va être critiquée, y compris par de nombreux psychanalystes, et y compris encore aujourd'hui, qui est celle de la pulsion de mort. Une partie de notre énergie psychique serait retournée contre nous-mêmes et viserait à nous nuire. Mais il y a un moment où il bloque dans son explication, car comment expliquer cette pulsion de mort? Alors il va aller chercher du côté d'un hypothétique principe de nirvana qu'il va emprunter à Barbara Lowe. Alors, je reprends quelque chose qui est très proche, parce que les personnages de Tolstoïevski sont vraiment des personnages qui retournent leur agressivité contre eux-mêmes. Pensez à ce roman extraordinaire, Crime et Châtiment, dont le héros, Raskolnikov, un étudiant désargenté, tue une usurière et sa sœur, et s'en sort très bien. Absolument personne ne le soupçonne. Et il va tout faire pour retourner les soupçons contre lui-même et faire en sorte que la police l'arrête. Ce qui est complètement invraisemblable. Dans un autre roman de Tolstoïevski, Résurrection, Tolstoïevski revient sur cette question de la culpabilité avec un personnage qui va, par culpabilité, se séparer de tous ses biens et aller rejoindre une femme en prison. Comment expliquer ces comportements paradoxaux, pour reprendre ce que nous disions tout à l'heure du paradoxe? La pulsion de mort ne suffit pas à l'expliquer. Si nous faisons l'hypothèse que nous sommes plusieurs, qu'il y a en permanence des conflits entre ceux qui nous habitent, qui nous occupent, alors nous avons des solutions pour penser cette idée invraisemblable, mais si vraie quand nous regardons autour de nous, que parfois le pire ennemi de nous-mêmes, c'est nous. Votre livre s'ouvre sur une biographie de Tolstoïevski, on en parlait tout à l'heure, et dans Demain est écrit, donc qui est un de vos précédents essais, donc, que vous avez publié en 2005, dans un chapitre qui s'appelait La biographie à l'endroit, vous écriviez « Si de nouvelles formes de conjugaison sont nécessaires à la compréhension de la littérature, elles devraient trouver leur plein lien d'exercice dans la biographie. Genre majeur de notre relation aux auteurs, actif bien au-delà des vies proprement dites, qui racontent des existences, puisque c'est le sens même du déroulement d'une vie qui organise souvent notre perception des œuvres. » Et en lien avec cette phrase, ces deux phrases de Demain est écrit, je me demandais si cette biographie de Tolstoïevski était aussi destinée à dégager des forces, des tensions, des paradoxes. Et donc, est-ce qu'elle est pour vous tournée vers l'avenir? C'est-à-dire, elle nous donne à découvrir un auteur, donc à changer notre perception des choses. Non, elle vise surtout à lever les ambiguïtés et à donner des repères après donc, toute cette période de confusion à propos de Tolstoïevski et de scission de Tolstoïevski en deux auteurs. Donc je n'ai pas repris le principe que je proposais dans Demain est écrit, d'organiser la biographie à partir de la fin, mais c'est vrai que on pourrait tout à fait relire cette biographie dans l'autre sens, celui que j'appelais le bon sens, dans Demain est écrit, en commençant par les dernières années, l'épisode de la gare où il se retrouve isolé, la donation de ses biens à ses proches, etc. Et voir comment tout cela explique certains épisodes antérieurs. Par exemple, peut-être l'épisode du bagne dans les premières années. Il y aurait certainement un travail de ce type à faire pour présenter de façon moins classique la biographie de Tolstoïevski. Oui, parce que le corollaire en fait, de cette question, c'était par rapport à cette question des vies imaginaires, qui est très très importante dans la littérature de l'ultra contemporain, disons, cette vogue des biofictions, des exofictions, etc. Je trouve qu'il y a une forme de renouvellement dans ce chapitre liminaire, dans ces repères chronologiques, qui sont à la fois des repères et une volonté aussi de nous faire perdre nos repères ou nos acquis sur la littérature, où l'imaginaire serait à la fois l'imaginaire d'une vie, comme dans le genre codifié aujourd'hui des vies imaginaires, mais changer notre imaginaire de la littérature, ce qu'on pense savoir de la littérature russe par exemple, ou de cet auteur. Oui, c'est sûr que j'essaye d'introduire de l'imaginaire,
de la fiction, de la science-fiction, voire par moments quelques erreurs. Je ne sais pas si vous avez repéré qu'il y avait une petite erreur dans l'ensemble du livre, parce que je pense qu'il y a une sorte de fécondité de l'erreur. L'erreur n'est pas forcément nocive, elle peut aussi ouvrir à des perspectives que l'on n'aurait pas si on n'en passait pas par son détour. J'avais été très frappé à propos de biographie par un épisode qui concerne Freud à nouveau et son rapport à Léonard de Vinci. Freud consacre un livre à Léonard de Vinci en 1910 qui s'appelle Un souvenir d'enfance de Léonard de Vinci, et il développe à ce sujet une théorie de la sublimation, théorie suivant laquelle les grands artistes consacreraient une grande partie de leur énergie sexuelle à la création. Il part de l'idée que Léonard de Vinci illustre cette thèse, puisque Léonard de Vinci a une vie sexuelle très pauvre. Mais bien plus tard, au XXe siècle, on découvrira que Léonard de Vinci était exactement le contraire de ce que pensait Freud, qu'il avait au contraire une vie sexuelle extrêmement intense. Et voilà un exemple tout à fait étonnant d'une théorie juste, parce que je crois que la théorie de la sublimation est intéressante, à partir d'un exemple faux. Ce qui veut dire que quelquefois, c'est un faux exemple qui peut permettre de penser ce que les véritables exemples ne permettraient pas d'élaborer. J'avoue que je me suis interdit de vérifier. C'est-à-dire, par exemple, je me suis interdit d'aller relire Tolstoïevski, disons, parce que parfois, même sur des citations, j'avais un souvenir peut-être trop lointain, évidemment, de ces romans, mais je me suis demandé si vous n'aviez pas joué aussi avec certains passages. Et je crois que ce jeu, en tout cas, qu'il soit là ou pas, est important parce qu'il y a un très grand sérieux dans votre travail, et il y a quelque chose de très ludique aussi, un plaisir de jouer avec la littérature, et ça me semble une dimension fondamentale d'une passion du littéraire aussi que vous transmettez. Oui, alors je peux être formel sur ce point, à part la petite erreur que vous avez sans doute relevée, et que les lecteurs attentifs relèveront peut-être. Tout est vrai, c'est-à-dire que non seulement toutes les citations sont vraies, mais quand il y avait des points d'incertitude, parce que je voulais utiliser telle ou telle citation, j'ai été vérifié en russe. Le russe étant un peu faible, je me suis fait aider d'une spécialiste de russe, à qui je rends hommage à la fin, qui s'appelle Tatiana Koutsina. Et donc, toutes les citations sont absolument authentiques. Tous les éléments de la biographie sont authentiques. Il y a, hormis cette légère erreur, tout est vrai. Mais je procède souvent dans mes livres comme les auteurs de bande dessinée, c'est-à-dire je fais vérifier en détail les éléments factuels. Si vous créez une bande dessinée, vous reconstituez un militaire du XVIIIe siècle, vous allez prendre soin qu'il n'y ait pas un bouton de guêtre qui manque et que tout soit vrai. Et je fais toujours relire mes travaux par les spécialistes. C'était le cas pour le livre sur la Révolution française. Recevé Geneviève Dixmer, j'ai fait relire par un spécialiste de la Révolution. L'ouvrage sur Hamlet a été relu par une spécialiste d'Hamlet. L'ouvrage sur Sherlock Holmes par des spécialistes de Sherlock Holmes, etc. Donc j'essaie toujours, du point de vue de l'érudition, d'être absolument inattaquable. Et on ne m'a jamais attaqué sur ce plan. Ah, mais pour moi, c'est une évidence qu'il y a une érudition absolue, mais je veux dire, il y a un jeu qui se crée ou un trouble, parce que vous déplacez évidemment les éléments. Et de ce fait, on les redécouvre, on joue aussi à les redécouvrir, on se demande ce que ça induit dans notre perception de ces textes, ce que ça change. On peut aussi jouer à se dire, tiens, à quel autre auteur imaginer du type de Tolstoïevski. Enfin, il y a cette part de jeu et de c'est ce que j'appelais une passion transmise au lecteur, enfin de trouble en tout cas. Oui. Alors le trouble est fondamental parce que j'essaye de le susciter chez le lecteur, et il correspond très souvent à un trouble personnel. Ce qui m'intéresse, ce sont des énoncés à propos desquels je reste moi-même dubitatif. Je vais vous prendre l'exemple qui est le plus caractéristique. C'est le premier volume de la trilogie anachronique, c'est-à-dire Demain est écrit. C'est une trilogie qui comprend Demain est écrit, Le plagiat par anticipation et Le Titanic fera naufrage. Et dans Demain est écrit, je développe cette thèse suivant laquelle les écrivains et les artistes ne s'inspirent pas seulement, comme on le croit, d'épisodes de leur passé, mais également d'épisodes de leur avenir. Des rencontres amoureuses, des maladies, leur propre mort. Si je regarde à nouveau cette thèse aujourd'hui, je me dis, mais elle est absurde. On ne voit pas bien comment le futur peut influencer le présent et le présent influencer le passé.
Puis à d'autres moments, j'ai un doute, parce qu'on m'a cité tellement d'exemples allant dans ce sens. Et par rapport à la thèse du livre, je serais tenté de dire, je ne sais pas, j'y crois et je n'y crois pas. Et c'est ça qui m'intéresse, c'est ces moments de doute où moi-même je ne suis plus capable de dire de tel ou tel énoncé si j'y crois. Alors il y a évidemment des énoncés qui sont factuellement justes, il y en a d'autres où je glisse qui sont véritablement faux, je le sais, ou absurdes. Et puis il y a tous ces énoncés intermédiaires qui sont, je pense, majoritaires dans mes livres, et à propos desquels je suis incapable de dire si j'y crois ou pas. Prenons l'exemple de Dostoïevski, la thèse centrale, c'est la thèse suivant laquelle nous sommes majoritairement plusieurs personnes à l'intérieur d'un corps, et non pas une personne divisée en forces antagonistes, comme beaucoup de psychologie des profondeurs le disent. Eh bien, je ne peux pas vous répondre de manière affirmative ou négative. Il y a des moments où je serais tenté de dire cette thèse est délirante et on voit bien à quel délire elle a conduit. Et à d'autres moments, quand je vois telle personne dans laquelle je ne reconnais pas la personne que j'ai vue la veille, tellement elle se comporte de manière différente, complètement opposée, je me dis, après tout, cette thèse est peut-être juste. Et cette incertitude m'intéresse, c'est l'objet même de ce que j'écris. Et il y a une valeur scientifique, épistémologique, ludique de l'hypothèse chez vous. Ça part toujours de ce fameux what if anglo-saxon. Oui, voilà, et pareil pour le précédent, Titanic, où je ne peux pas croire dans les thèses des parapsychologues. Encore que. Et vous voyez, c'est le encore que qui m'intéresse, parce que par moments, on se trouve face à des faits tellement ahurissants que la raison vacille. Et ce que je vise à faire chez le lecteur, c'est justement ce vacillement de la raison. Et dans la construction alors, plus large de votre œuvre, cette théorie des personnalités multiples apparaît après celle sur les univers eux-mêmes multiples, donc il existe d'autres mondes, publié en 2014, et l'épilogue de cet essai que j'ai relu avant l'entretien s'ouvrait sur cette phrase: il n'y a pas que les œuvres qui puissent être heureusement éclairées par la théorie des univers parallèles, il y a aussi et surtout nos vies. Et je me suis demandé si vous aviez déjà en pensée, en germe, cet essai à venir. Est-ce qu'il y a une logique progressive, quelque chose qui se déplace, enfin que vous posez comme une sorte d'hypothèse à la fin d'un livre et que vous reprenez dans le suivant, que vous creusez? Oui, alors il y a une connexion évidente, même si elle n'est pas faite là, hormis de façon très elliptique, entre la théorie physique quantique des univers parallèles que je défends et la théorie des personnalités multiples. Ce que j'essaie, c'est d'ouvrir mon œuvre vers d'autres domaines que la littérature et l'art, vers la psychologie, et ça depuis longtemps, avec l'idée de littérature appliquée à la psychanalyse, vers la réflexion politique et éthique, avec la série Aurais-je été résistant au bourreau, aurais-je sauvé Geneviève Dixmer, mais aussi vers la physique, puisque je défends comme soubassement épistémologique de l'ensemble la théorie des univers parallèles. Alors c'est un cycle, il y a 7 cycles en tout. Le cycle des univers parallèles, pour le moment, ne comporte qu'un seul ouvrage, mais il y en aura d'autres qui assureront la cohésion de l'ensemble. Il me semble que dans ce livre, mais j'aurais pu le dire d'autres de vos livres, on a un concentré de tout ce que vous avez publié auparavant, comme si tout se construisait par déplacement, prolongement, mutation peut-être, ou métamorphose, d'une idée centrale. Je pense à des pages qui renvoient pour vos lecteurs à « Aurais-je été résistant au bourreau ?» Puis ici, c'est plutôt sur la question de victime, bourreau de soi-même. La notion de plagiat réciproque, parce qu'on peut se demander si au centre de cette question, ou de cet être, Dostoïevski, il n'y a pas une forme aussi de plagiat réciproque, je ne sais pas, parce qu'il y a des convergences. À l'idée que vous commentez un auteur que personne n'a lu, donc comme on parlait des livres que l'on n'a pas lus, ce sont des œuvres qui changent d'auteur. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette idée que cet essai est une sorte de convergence des chemins que vous avez empruntés jusqu'ici? Ce qui me plaît beaucoup dans ce que vous dites, c'est l'idée qu'il y a l'ensemble d'un univers, et il n'y a pas de plus belle qualité pour une œuvre, et de plus beau
compliment pour un écrivain que de dire qu'il a créé un univers. Non, je ne pense pas que celui-là soit plus un condensé. Je pense que tous les livres résonnent les uns avec les autres. Celui-là est clairement au croisement de deux des 7 cycles. Un premier cycle de la réécriture et un deuxième cycle de la littérature appliquée à la psychanalyse. L'ensemble fonctionnant par trilogie, certaines trilogies ayant d'ailleurs 4 ouvrages, que je ne fais pas seulement des trilogies avec 3. Et la trilogie de la réécriture en comporte 4. Donc c'est le hors-sujet, un ouvrage sur la digression chez Proust, comment améliorer les œuvres ratées, et si les œuvres changeaient d'auteur, et l'énigme Dostoïevski. La trilogie de la littérature appliquée en comporte 3, c'est l'ouvrage sur la clope, nous avons cité tout à l'heure, c'est Maupassant, et peut-on appliquer la littérature à la psychanalyse. Alors le texte sur Dostoïevski est plus dans le cycle de la réécriture. Vous disiez, je suis le premier à lire Dostoïevski. Non, mais je suis le premier en revanche à travailler sur Dostoïevski. Les questions que je pose, exemple, comment le même auteur a-t-il pu écrire Crime et châtiment à guerre épée, personne ne les avait posées jusqu'alors. Donc c'est un ouvrage qui est clairement du côté de la réécriture, avec une proposition qui a d'ailleurs des vertus économiques, ça peut faire gagner de l'argent. On nous demande aujourd'hui de rassembler les universités, de rassembler les départements, moi je réunis les auteurs, donc il est clairement ce livre du côté de la réécriture, mais il y a aussi des liens très étroits avec ce que je fais dans à peu près tous les livres, réfléchir sur d'autres manières de penser le psychisme à partir des propositions des œuvres littéraires et des œuvres artistiques. Oui, enfin, je suis totalement d'accord avec vous que c'est pas plus cet essai-là que d'autres. Je vous aurais posé la question sur un autre livre, là j'en profite parce que je vous vois, mais il y a comme ça une sorte de convergence qui est fascinante parce que ça part systématiquement ailleurs tout en restant dans ce centre. Vous êtes très gentil de prendre les choses ainsi parce qu'on pourrait aussi dire que je me répète, ce qui n'a pas hésité à dire une lectrice récente sur Fabula du Titanic sur un naufrage, dont le thème principal de l'article était que je ne cessais de me répéter. Mais si on voit les choses de manière plus aimable ou plus bienveillante envers mon œuvre, effectivement, je crois qu'il y a une cohérence. Parce que vous dédiez ce livre à la mémoire d'Umberto Eco, donc il a disparu récemment. Donc je suppose que c'est pour des raisons personnelles et intellectuelles aussi. Enfin, je sais qu'il a écrit sur vos livres. Mais est-ce que c'est lié aussi au fait que ce travail, enfin cette énigme Dostoïevski, démontre l'importance du lecteur dans la construction d'une œuvre, dans les déplacements qu'il opère, qui est une idée qu'a développée Umberto Eco sur le fait que le lecteur crée en partie l'œuvre. L'œuvre ouverte, appelée. Tout justifiait cette dédicace, qui est due au fait qu'il est mort un peu de temps avant. Le fait qu'il avait rendu compte de plusieurs de mes ouvrages de manière très, très généreuse. Le fait que j'avais eu un débat avec lui à New York, à la New York Public Library, et ça avait été pour moi un épisode absolument majeur, débat à l'occasion duquel il avait à nouveau fait preuve de beaucoup de générosité. C'était un immense lecteur. C'était aussi quelqu'un qui, dans Le nom de la rose, qui pour moi est un livre phare, a réussi à unir la fiction et la théorie. Le nom de la rose est un polar, vous savez que j'ai fait toute une série de polars théoriques aussi, mais c'est aussi un grand ouvrage de réflexion théorique sur les hérésies. C'était un très grand Européen. Ce qui me touche beaucoup, il a eu cette formule extraordinaire en disant que la langue de l'Europe, c'est la traduction. Que je trouve magnifique. Et comme vous le dites, évidemment, il y a toute cette réflexion qui recoupe la mienne sur la lecture et la place fondatrice du lecteur. Donc tout imposait la présence d'Umberto Eco en tête du livre. Comme plusieurs de vos livres, il existe d'autres mondes où si les œuvres changeaient d'auteur. La citation en épigraphe est empruntée à Borges. Oui. Et je suppose qu'il y a une influence capitale de Borges sur votre travail. Oui, j'aimerais que vous en parliez un petit peu. Il est présent en permanence. Je vais peut-être relire la citation parce qu'elle va tout à fait dans le sens de ce que nous disions tout à l'heure sur le fait que l'être humain est parfois son propre ennemi, ce qui est très présent dans le roman russe. Et là, il évoque le roman russe, mais c'est manifestement d'abord la figure de Dostoïevski
qu'il évoque. Le texte se trouve dans la préface à l'invention de Morel, et Borges écrit ceci: « Les Russes et les disciples des Russes ont démontré jusqu'à la nausée que rien n'est impossible, suicide par excès de bonheur, assassinat par charité, personne qui s'adore au point de se séparer pour toujours, traître par amour ou par humilité, cette liberté totale finit par rejoindre le désordre total. » C'est magnifique. Oui, Borges est toujours présent d'une manière ou d'une autre dans mes livres. C'est l'initiateur principal, le penseur qui est toujours présent là d'une manière ou d'une autre. Le plagiat par anticipation partait plus ou moins également de Borges, comme de multiples autres livres. Dans cette épigraphe, en fait, vous citez sa préface à l'invention de Morel, qui est un livre de Casares, un livre de Casares. Est-ce que c'est aussi une référence cachée du livre? En citant la préface à un autre auteur, c'est comme si on en avait deux là aussi, qui se... oui, la nouvelle Casares, qui raconte comment une île est occupée par des fantômes, des images des morts, est évidemment un peu dans l'esprit de ce que je fais de manière générale. Bon, mais c'est pas sans raison que Borges, qui était très ami de Casares, a choisi de préfacer son livre. On est dans un même univers, mi-onirique, mi-irrationnel. Parce que pour moi, le titre de ce texte, de la nouvelle, était presque un sous-titre à l'énigme Dostoïevski, c'est pour ça. Et donc, dans les repères chronologiques, vous évoquez cette fécondité de l'erreur, et vous en avez parlé tout à l'heure, de la fécondité de l'erreur pour penser, pour travailler sur les textes. Est-ce que c'est un principe absolument central pour vous ? Le principe central, c'est la fiction, c'est pas l'erreur. C'est le fait qu'on peut, c'est pas du tout une obligation, moi je le sens comme ça, j'en fais pas du tout un principe à enseigner, à imposer. On peut introduire de la fiction dans les sciences humaines et en retirer des bénéfices. C'est ce que j'ai fait en faisant des polars théoriques, des œuvres qui soient à la fois des ouvrages de réflexion théorique et des romans policiers. C'est ce que je fais assez souvent en introduisant de la science-fiction dans mes ouvrages. La fiction propose d'autres modèles qui peuvent nous servir à réfléchir. Et c'est pour ça que j'ai appelé ce que je fais des fictions théoriques, c'est-à-dire que j'ai essayé de créer un genre qui se situe à mi-chemin de la fiction traditionnelle, du roman et des sciences humaines. Ça ne tient pas seulement aux erreurs que j'introduis ou aux passages fictionnels, ça tient beaucoup plus fondamentalement aux narrateurs de ces livres. Les narrateurs de mes livres sont différents de moi. Ce qui est le cas des narrateurs de fiction romanesque. Le personnage de Nabokov n'est pas Humbert de Lolita. Nabokov n'est pas pédophile. On ne confond pas le narrateur de Lolita avec Nabokov. On ne confond pas le narrateur hétérosexuel de la recherche avec Proust. C'est traditionnel dans la fiction. En sciences humaines, c'est différent. Le narrateur, par principe, est confondu avec l'auteur. On serait surpris de découvrir que Rancière est en fait un penseur d'extrême droite qui se dissimule derrière un narrateur d'extrême gauche. Ça n'aurait aucun sens. Eh bien, mais dans mes livres, le narrateur n'est pas moi-même. C'est un personnage de fiction. Et ce qui déstabilise complètement l'énonciation en sciences humaines et ce qui produit parfois des confusions. Comment parler des livres qu'on n'a pas lus a été source de multiples malentendus. Le narrateur commence à la première page en expliquant qu'il déteste lire, qu'il ne lit jamais, que moins il lit, mieux il se porte, et que quand il doit parler d'un livre, par exemple à ses étudiants, il se garde bien de l'ouvrir. Ce qui est exactement le contraire de ce que je suis. Je suis un lecteur considérable, je lis tout le temps, je travaille mes textes avant de faire cours à les étudiants, etc. Donc ça veut dire que c'est un personnage. Et c'est sur cette déstabilisation du narrateur que repose principalement mon principe fictionnel. Je donne la parole à des personnages qui sont un peu paranoïaques, qui sont un peu singuliers, pour voir ensuite si on ne peut pas en tirer des bénéfices dans les sciences humaines. Dans un volume collectif paru chez Minuit en 2014, qui s'appelle Pour Éric Chevillard, vous parlez, alors c'est à propos de l'œuvre de Chevillard, mais d'une invitation continue de son œuvre à l'originalité. Vous dites que c'est une apologie de l'originalité. Et c'est une notion qu'on n'a pas évoquée encore dans cet entretien, la question de l'originalité ou peut-être d'une forme de singularité. Est-ce que c'est la vôtre ? Et je précise ma question, c'est-à-dire est-ce qu'il n'y a pas une forme de renouvellement dans votre travail de cette discipline que l'on appelle la littérature comparée ? Et je trouve que chez vous, il y a
une volonté de pousser cette notion de comparaison, peut-être, à sa limite extrême. Et Dostoïevski m'en semble un exemple. D'abord, pour l'originalité, c'est le plus beau compliment qu'on puisse faire à un écrivain. Je l'ai fait à Cheviard parce que je crois qu'il est très original. Il a une formule quelque part où il dit que s'il n'écrivait pas ses livres, il ne voit pas qui pourrait les écrire, ce qui est vrai. Ce n'est pas le cas de tous les auteurs. Alors oui, effectivement, ma démarche joue sur des comparaisons. D'abord dans quelque chose qui est la littérature comparée traditionnelle, c'est-à-dire je prends des exemples sur de multiples pays, toujours, mais aussi dans la façon d'inventer des comparaisons étranges, des comparaisons singulières. Ce que fait aussi Chevillard, de manière assez fréquente. Inventer des comparaisons qui apparemment n'ont pas de sens, en particulier sur le plan méthodologique, la comparaison entre des disciplines classiques et la science-fiction, ou bien une physique traditionnelle et une physique beaucoup plus poétique. Là aussi, il y a des modes de comparaison originaux. Oui, et qui sont la comparaison jusqu'à l'inversion parfois, en tout cas de nos systèmes de perception, des repères chronologiques ou des repères biographiques, etc. Donc c'est pour ça que je parlais de comparaison poussée à son acmé, en quelque sorte. Oui. Enfin, ouais. Par exemple, ça peut conduire à de nouvelles formes d'histoire littéraire, puisque je propose dans le plagiat par anticipation de changer les auteurs de siècle, et par exemple de transbahuter Laurence Sterne au XXe siècle en faisant glisser deux siècles, mais tout en gardant l'essentiel de ce qu'il est. Là aussi, il y a une forme d'erreur, une forme de fiction, mais fondatrice, féconde, j'espère. Oui, et Sterne est l'autre auteur que j'aurais pu évoquer oui, avec tout à Borges. fait. Ouais, bien sûr, il est également présent, bien sûr. Dans Comment j'ai fait régresser la critique, qui est un texte que vous avez publié en ouverture du volume sur votre œuvre dirigée par Laurent Zimmermann, donc publié en 2010, vous écrivez avoir tenté de livre en livre de déplacer une des lignes fondatrices de toute écriture, et vous en avez pas mal parlé dans cet entretien, celle qui sépare la théorie de la fiction. Et vous parlez de fiction théorique, là. Et en ouverture de Comment améliorer les œuvres ratées, vous placiez cette citation de Gérard Genette dans le nouveau discours du récit. Les critiques n'ont fait jusqu'ici qu'interpréter la littérature. Il s'agit maintenant de la transformer. Et j'aimerais savoir comment vous vous définiriez. C'est-à-dire, tout à l'heure, vous avez employé le terme d'écrivain. Est-ce que vous vous considérez comme un critique, comme un auteur au sens large du terme, c'est-à-dire ça rassemblerait théorie et fiction, ou est-ce que vous êtes un écrivain, ou est-ce qu'il faudrait inventer un autre terme pour dire ce rapport entre fiction et non-fiction qui est permanent chez vous? Alors, deux points. D'abord, en ce qui concerne la citation de Genette, elle me permet de préciser que l'ensemble de ce que je fais, réparti en 7 cycles, c'est ce que j'appelle la critique interventionniste. C'est-à-dire le fait de ne pas laisser les œuvres ou les auteurs immuables, mais d'intervenir sur eux à leur profit, je pense, au profit du lecteur. La fiction théorique étant le moyen, étant, si je peux dire, le bras armé de la critique interventionniste. En ce qui concerne l'appellation, peut-être pourrait-on dire écrivain, la question s'est posée de savoir comment présenter génériquement ce que je faisais quand les 3 livres de critique policière, qui a tué Roger Ackroyd, Enquête sur Hamlet et l'affaire du chien des Baskerville, ont été publiés en poche chez Minuit, et nous avons convenu avec Irène Lindon de les mettre plutôt dans la collection de poche de fiction, c'est-à-dire aux côtés de Beckett, de Claude Simon, des Schnoz, plutôt qu'aux côtés de Bourdieu ou de Lévinas, puisqu'il y a également une collection de poches de sciences humaines. Et tout en ayant énormément d'admiration pour Bourdieu ou Lévinas, je me sens beaucoup mieux aux côtés des romanciers. Donc c'est vrai qu'il faudrait inventer peut-être un autre nom. Mais cela dit, le terme d'écrivain ne qualifie pas nécessairement la fiction. Non, bien sûr. Donc je pense qu'il peut convenir pour la fiction théorique et la critique interventionniste, donc je vous propose de le retenir.